C'est un principe qu'on applique, même que ce soit côté tech, mais aussi côté produit. C'est pour ça que ce que j'explique, c'est que dès le début, on a voulu se confronter à la réalité du marché, prendre des solutions qui existaient, essayer de les tweaker un peu. Mais l'idée pour nous, c'était pas de s'enfermer avec Maxime pendant 3 ans dans un labo de R&D et essayer de sortir la grosse innovation en se disant bon, ça va forcément fonctionner, mais c'est quoi la preuve sur quoi vous basez les gars pour avoir cette conviction? Juste quelque chose un peu en interne. Non, là, on propose tout de suite. On n'est pas parfait, tant pis. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Panier et je reçois Nicolas Simon qui est le cofondateur avec Maxime Deguine de La Marque en Moins que vous pourrez retrouver sur lamarqueenmoins.fr. Salut Nicolas, ça va ? Salut Laurent, ça va très bien. Merci. Très heureux de te recevoir sur ce podcast et sur le Panier. Je t'avais contacté, je pense, il y a une bonne année et ça devait être un peu après le lancement, je pense que c'était à l'été 2020. Vous vous êtes lancé après une campagne de crowdfunding et puis une année de test, disons des tests, mais tu nous en parleras plus tard. Vous êtes lancé en plein Covid, en 2020. Ça fait 18 mois, vous avez réussi à séduire plus de 50 000 clients réguliers, c'est ça ? C'est ça. Et dans un secteur qui est hyper intéressant, puisque, je ne l'ai pas dit, mais La Marque en Moins, c'est une gamme de produits ménagers, livrés directement en boîte aux lettres, ce qui est un enjeu de livrer de la lessive en boîte aux lettres, mais tu nous expliqueras comment vous faites. Et ce sont des produits écologiques, sans plastique et produits en France. Tout à fait. Bravo. Bienvenue Nicolas, c'est cool de te recevoir. Merci, tu es dans je suis très content d'être là. Je suis heureux que tu répondes à mes questions, j'en ai plein. Cet épisode sortira fin septembre quand vous l'écouterez, chers auditeurs. J'aurais commencé une série spéciale qui est une série sur le paiement qui va être vraiment intéressante. Elle commence le mardi 21 septembre, alors c'est aujourd'hui, on enregistre. Et je voulais juste dire un petit mot avant de commencer, mais c'est un plaisir de vous parler à tous. Vous êtes nombreux à me faire des retours sur LinkedIn ou même par mail. Et je voudrais une mention particulière pour Pierre, qui est de Home Invasion, qui s'est fendu d'un email hier que j'ai reçu et qui me disait mec, j'adore le panier. En gros, Pierre, si tu m'écoutes, et j'espère que tu m'écoutes encore, je m'excuse si je trahis tes mots, mais qui me disait en gros j'adore le panier, c'est top le panier, mais ton épisode avec Alexandre Debanne était complètement à côté de la plaque. Rends-moi mes 77 minutes. Alors, Pierre et chers auditeurs, j'apprécie la franchise radicale. C'est un truc qu'on prône chez Cosa Vostra. Donc, n'hésitez pas. Pierre, merci pour tes retours. J'entends bien. On est aujourd'hui avec Nicolas sur un épisode qui sera beaucoup plus technique. On va aussi pas mal parler techno. On va parler de distribution. On va parler de gamme de produits, de fournisseurs, de positionnement prix, d'univers concurrentiel. Ça va être vraiment intéressant. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi aussi parce que il est d'actualité dans pas mal de boîtes et chez Cosa Vostra en l'occurrence, mais c'est ta plateforme de marque. Comment est-ce que vous avez fait ? Quel est le motto ? Quelles sont vos valeurs ? Et on ouvrira, je l'ai dit, sur ta stack techno, ta distribution, parce que vous avez un choix qui est assez original et particulier, que j'aimerais challenger, ou en tout cas que j'aimerais comprendre. Et puis on ouvrira sur l'avenir de ce marché qui est ou non un winner takes all. Je te poserai la question. Bref, chers auditeurs, j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des retours, si je peux être meilleur, dites-le moi sur LinkedIn, par mail. Et Nicolas, bienvenue. Voilà une longue intro. Merci, très bien. Avec tes mots, c'est quoi La Marque en Moins ? Avec mes mots, La Marque en Moins, tu l'as dit, produits ménagers, made in France, livré directement en boîte aux lettres. C'est sans plastique. Tout est en fait hyper concentré et emballé dans des cartons. Nous, on a deux gros mottos avec La Marque en Moins. D'abord,
La transparence, parce qu'en fait, on pense que c'est grâce à la transparence radicale, tu en parlais, je rebondis là-dessus, qui est nous aussi une grosse valeur. Je pense que c'est le seul moyen de garantir au client final qu'on propose des produits qui vont vraiment dans son sens. Alors ça peut un peu parfois nous mettre en porte-à-faux, où c'est un peu douloureux d'expliquer, bon bah là les gars on n'est pas parfait, là non plus. Nous on a une roadmap sur notre site internet, un peu à la manière de société tech, SaaS, où on va parfois dire bon là on n'est pas parfait, mais Pardon, finalement... c'est pas clair pour ceux qui nous écoutent, mais vous publiez votre roadmap. Si vous allez sur lamarqueenmoin.fr, vous allez dans notre mission puis roadmap et vous avez la roadmap de la société, le projet de la société. C'est ça, tout à fait. Nous, on explique un peu les prochaines étapes, les prochains développements sur les produits. Mais en fait, au-delà de ça, les secteurs des produits ménagers, c'est un secteur qui est très obscur. En fait, la réglementation est vachement en retard par rapport à la food, par exemple, les cosmétiques, un autre exemple. Donc nous, on a essayé de prendre le contre-pied. On déclare à 100% notre liste d'ingrédients en fond de pack. On va expliquer comment est construit aussi le site à l'arrière du pack. On explique où sont fabriqués nos produits. On essaie de vraiment transparence radicale. Voilà, transparence radicale, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et ça, la communauté résonne pas mal avec cet esprit-là. C'est une communauté qui est plutôt avertie. Je pense que les consommateurs aujourd'hui vont en fait... sont de plus en plus avertis avec les réseaux sociaux, Internet. Maintenant, on est à 2 clics enfin, les gens ont besoin de savoir ce qu'ils consomment. Donc, nous, on est à fond là-dedans. La deuxième grosse valeur de la marque en moins, c'est la simplicité. Vous pouvez le voir, à mon avis, sur les packaging, sur le site. En fait, on est des gars assez simples avec Maxime, mon associé. Pas de chichi. L'idée, c'est de mettre le maximum de valeur dans le produit pour pouvoir proposer les meilleurs produits au meilleur prix. C'est vraiment ça l'idée. On ne vend pas du rêve. C'est des produits de base, de grande consommation, de la lessive, des tablettes lave-vaisselle, des sprays pour nettoyer sa cuisine, ses vitres, etc. Donc, on essaye d'être très, très pragmatique dans tous nos choix pour proposer vraiment les meilleurs produits au meilleur prix. Un exemple tout bête, les packaging, on passe pas par une grande agence qui va coûter des dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, c'est encore moi qui me fait les packaging à la main. Mais voilà, parce qu'on a une trame graphique hyper simple, c'est du noir sur du blanc, boum, on fait un produit, il n'y a pas 1 heure de brainstorming sur le nom, ça s'appellera lessive, et voilà, on ship, on envoie. Hyper intéressant. Et tu nous en diras plus sur justement ce packaging, parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on arrive à envoyer de la lessive qui passe dans la boîte aux lettres? Avant ça, donc Maxime et toi, vous êtes 2 associés fondateurs. Tu as bossé toi pour une marque anglaise qui vend je résume, des yaourts à base de coco. Ouais, tout à fait. Et ton associé a bossé pour Mars. Toi, ta boîte, c'était The Coconut Initiative, qui était lancée par un mec qui avait fondé Gu et revendu ouais, c'est ça. Gu. Il a fait x10 en 24 mois sur The Coconut Initiative. Ton associé a bossé pour Mars. Vous êtes sur les produits d'entretien, produits ménagers, sur un secteur qui est assez concurrentiel. Il y a beaucoup de monde qui se lance. Qu'est-ce que vous avez appris dans ces boîtes grandes conso et qui vous sert aujourd'hui? Est-ce que, follow-up question, est-ce que c'était important d'y passer? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça fait c'était nécessaire? Nécessaire, je sais pas. Nous, on a appris énormément de choses et ça nous a surtout permis de nous rendre compte qu'il y avait quand même un gros shift, une grosse prise de conscience. On voyait Maxime, côté grand groupe chez Mars, vous voyez en fait que tous les jours il recevait des dizaines, des centaines de mails en disant bon les gars, vos packs plastiques, les choses comme ça, c'est plus possible en fait, donc bougez. Et en fait, bon c'est normal, hein, c'est des gros bateaux, mais lui voulait vraiment essayer de faire bouger les choses de l'intérieur. Et en fait, on lui proposait des plans 2030, des choses comme ça. Donc, il y avait de son côté, pour être transparent, une petite frustration là-dessus, l'impression qu'en fait, ça allait pas assez vite par rapport à ce qu'il fallait à quel point les choses devaient changer rapidement. Et de mon côté, c'était plutôt le côté, finalement, avec une petite équipe, pas tant de moyens que ça, mais une grosse volonté de changer les choses, une flexibilité,
un sens de l'écoute avec les clients. Et savoir communiquer et grandir avec la communauté, et ben on voyait que finalement avec ces moyens-là, on était capable de changer, de faire basculer une grande industrie, l'industrie du lait, ça représente des milliards et des milliards. Et Coconut Co a été dans les tout premiers à proposer ces yaourts vegan, donc une alternative au dairy. Donc c'est plutôt pour des gens qui vont consommer des produits sans lactose, ou alors pour des raisons aussi écologiques. Ça a un impact carbone bien moindre. Donc, et on voyait le projet grandir. Effectivement, ça fait x10 en 2 ans, et on arrivait à gratter des centimètres, des mètres de linéaire à des énormes acteurs. Donc ça, c'était hyper intéressant, et c'est un peu à ce moment-là qu'avec Maxime, on a mûri notre projet. On s'est dit, voilà, on a aussi envie de participer à cette, proposer nous aussi une alternative, essayer de monter un projet qui va selon nous dans le bon sens. Et quand on a regardé toutes les industries, les unes après, les rayons, les uns après les autres, pour nous, on aimait beaucoup la food, mais on trouvait qu'il y avait déjà énormément de belles initiatives sur le secteur. En France, il y avait C'est qui le patron, notamment, on trouvait, ça a été une belle source d'inspiration pour nous. Et par contre, quand on regardait les produits ménagers, alors là, pour nous, c'était le rayon qui était le plus en retard. Un rayon déjà peut-être très morose, on le trouvait assez triste, assez tristounet. Plus de gros problèmes de plastique, énormément d'utilisation de plastique à usage unique encore sur le secteur. Un secteur qui est hyper obscur, c'est-à-dire qu'en fait la législation n'oblige pas les fabricants à déclarer leur formule. Donc grosso modo, on ne sait pas ce que le produit contient. Et derrière... Attends, sur quel... N'oblige pas à déclarer leur formule, mais à donner les ingrédients quand même, non ? Pas tous les ingrédients. Non. Il y a quelques ingrédients, une liste d'allergènes où on est obligé de déclarer si la formule contient ces allergènes-là, mais c'est très très limité. C'est-à-dire que derrière, on peut facilement jouer un petit peu et mettre des ingrédients qui sont limite. Donc pour nous, voilà, c'était une forme de gros flou artistique, et tant bien même, à ce moment-là, il y avait pas mal d'études qui expliquaient qu'en fait les produits ménagers sont des produits qui sont loin d'être anodins, qui peuvent être très dangereux pour la santé de l'utilisateur. On parle d'allergies, de réactions cutanées, de la peau, des contraintes pulmonaires aussi, et ça va jusqu'au cancer. Donc c'est des produits qui peuvent être quand même très dangereux. Donc pour nous, il y avait beaucoup de choses à faire, alors qu'à ce moment-là, il y avait encore que très 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 peu d'acteurs, 3 gros acteurs, les 3 gros qui ont à peu près toutes les marques. Donc voilà, on avait envie de se lancer, bousculer un peu les lignes du secteur avec nos valeurs et notre bonne volonté, quoi. Surtout. Super. Et si on va sur le site, effectivement, on trouve le détail des ingrédients. Des produits. Je savais pas que tu n'étais pas obligé de les déclarer pour le produit d'hygiène, entretien. Ouais, j'ai le sentiment, que c'est écrit sur ma bouteille de shampoing. Il y a une petite liste Inky, mais ce qui est assez frappant, par exemple, il n'y a pas de Yuka, des produits ménagers. Donc un Yuka, ça scanne un code barre, ça va taper dans les bases de données, ils ont raté chacun des ingrédients et il sort un score. Assez simple. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça sur notre industrie parce qu'en fait, personne ne déclare rien. On ne sait même pas où c'est fabriqué. Donc, nous, vraiment, on est là pour apporter cette transparence. On est passé entreprise à mission là il y a quelques mois et on travaille aussi sur le calcul carbone. On veut expliquer aux gens, nous, on va faire une étude, personne ne le fait aujourd'hui, donc on se met un peu en danger finalement parce qu'on va être les seuls, un peu zozo, à déclarer l'impact carbone de nos produits. Mais tant pis, on se dit, en le faisant, on espère vraiment que les autres vont nous suivre finalement et que demain on pourra un petit peu se comparer, se tirer la bourre et que ça poussera tout le monde dans le bon sens, quoi. Donc une innovation d'usage sur un marché qui a réinventé, qui est occupé par 3-4 gros acteurs qui sont les Mars, les Procter & Gamble, les Unilever de ce monde. Il doit y en avoir quelques autres, mais je ne vais pas tous les citer.
Et du coup, une approche nouvelle, plus dans l'air du temps. C'est ça la genèse, qui respecte l'environnement, qui respecte l'humain, les fournisseurs aussi, puisque vous produisez en local. Ouais, absolument. Nous, il y a les 3 piliers, c'est les 3 P. C'est pas les 4 P de Porter. C'est un petit clin d'œil, mais c'est la planète respectée, qui est le côté éco, produit sain. Plutôt donc l'aspect sur la santé, les gens, et le prix juste, qui est pour nous aussi hyper fort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très bien peut-être de proposer des produits top, mais si finalement personne peut les acheter parce que c'est hyper cher et donc en fait ça va rester quelque chose de hyper marginal, on va pas faire bouger énormément les choses. Donc ça a été, dès le début, il y a eu un gros boulot pour trouver les acteurs qui étaient capables de proposer des bons prix et qu'on fasse vraiment quelque chose qui soit accessible au plus grand nombre et voilà, et faire bouger les choses. Alors je prends un peu d'avance, mais l'accessibilité du prix, du tarif, sur un modèle, on dit tous DTC, Direct to Consumer, sur ton site, et c'est compliqué. Il faudra des volumes énormes pour arriver à... Ouais, alors effectivement, la question des volumes sur ce secteur est assez clé. Je pense que pour avoir passé quelques temps dans la food, c'est plus facile de faire des petites commandes parce que les dates limites, les DLC, les dates limites de consommation sont plus courtes. Donc les gens ont l'habitude en fait de passer par petits lots, petits batchs. En détergence, les gars, ils font pas 30 kilos quoi, de lessive. Donc c'était l'enjeu et ça a été un peu la barrière pour nous à passer au départ pour avoir une certaine crédibilité sur le secteur, gagner la confiance de nos partenaires et qu'ils acceptent en fait de descendre leur minimum de commandes. Parce que c'est des gens aujourd'hui qui sont hyper alignés sur le projet, qui y croient à 100% et qui, en fait, on est aujourd'hui, je pense, 70% un peu dans emmerde pour pas énormément de chiffres par rapport à ce qu'ils peuvent faire ailleurs, mais ils s'achètent un tampon. C'est le futur. Voilà. C'est bien parce qu'il y a 3 étapes. Donc 2018, une sorte de POC que vous avez fait avec O2, tu vas nous expliquer. 2019, une campagne de crowdfunding. 2020, lancement, plein Covid. Et 2021, on y est, puisqu'on sort à peine de l'été, 50 000 utilisateurs réguliers. 3 grandes phases. Raconte-moi ce POC que vous avez fait avec O2 en 2018. Pourquoi et pour quels résultats ? Donc, on est à Londres avec Maxime. Je reprends un peu où on était tout à l'heure. On a envie de faire quelque chose sur le secteur des produits ménagers. On se lance un peu la fleur au fusil, pour être honnête. Donc, on prend notre téléphone et on appelle les usines françaises. Salut, on est Max et Nico. Voilà, on a un super projet. Suivez-nous. Bon, en fait, on se fait raccrocher au nez à juste titre parce que zéro crédibilité sur le secteur. On n'avait pas de moyens. Voilà, c'était donc on se dit il faut qu'on trouve une solution. Et en fait, on a pensé à O2 Car Service, qui est le leader en France du ménage à domicile. C'est une très très belle marque. Et alors, la valeur d'O2, la mission d'O2, c'est d'être au monde l'entreprise qui prend le plus soin de ses salariés et de ses clients, salariés en premier. Et en fait, c'est 13 000 assistantes ménagères qui sont en France, qui font des ménages tous les jours. Ce sont les personnes qui sont en première ligne face au risque des produits ménagers. Donc on a été les voir et effectivement c'était un vrai sujet pour eux, ils cherchaient des alternatives. Donc on leur a dit nous on va vous aider, on vous propose de développer pour vous une gamme de produits ménagers qui soit à la fois efficace. Vous êtes les produits ménages, hors de question que vous passiez 1 minute de plus à nettoyer votre cuisine, mais aussi sain. Et on va protéger les assistantes ménagères qui travaillent tous les jours avec les produits ménagers et O2 va proposer sa solution et on va la distribuer en grande conso. Donc ils nous ont dit banco et on est parti, on a fait 1 an vraiment de terrain, on a testé des centaines et des centaines de formules, on a été voir tous les fabricants français pour trouver ces fameuses formules qui soient à la fois saines et efficaces. Et on a relevé le défi, on a trouvé ces fameuses formules, on a créé les produits, trouvé les 30 premiers magasins qui nous ont suivis et distribué les produits en GMC. Et ça a bien fonctionné, c'est un industriel français qui a repris le projet aujourd'hui. Comment tu arrives à séduire O2 ?
Vous êtes deux petits jeunes, pardon, je fais mon vieux con là, mais vous êtes deux petits jeunes qui arrivent de Londres avec une idée qui veulent changer le monde. Très bien, formidable. Comment tu arrives à séduire aux deux, à les embarquer sur ce projet? En fait, on avait un projet qui était aligné avec leurs valeurs. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Je pense que c'est un projet qui n'était pas non plus stratégique, enfin qui n'était pas cœur business, on va dire. Donc l'idée de faire bosser un peu comme ça en satellite des gars sur un projet un peu annexe, quand même assez stratégique pour eux, mais pas cœur business. Je pense que ça leur allait bien. Et c'était un truc, finalement, ils aimaient bien ce côté très POC, très style start-up, on va dire. On se retrousse les manches et on va essayer de monter ça avec un peu de bric-et-broc et tester s'il y a un avenir sur le secteur, quoi. Vous, qu'est-ce que vous y avez gagné? Qu'est-ce que vous y avez gagné, pardon? La confiance des fabricants, en fait, des prestataires. En fait, nous, ça a été notre moyen de mettre un pied dans la porte dans cette industrie, de comprendre comment ça fonctionnait et de gagner la confiance, et pour ensuite leur dire on a un autre projet finalement, mais par contre voilà les minimums de commandes, on n'est pas encore aux deux, donc par contre on va être aussi chiant parce qu'on a envie d'être hyper transparent, donc si vous voulez nous suivre, il va falloir déclarer la liste d'ingrédients, etc. Et ils nous ont dit ok, ça s'est bien passé avec O2, allons-y, banco. D'accord. Et vous pouviez pas donner suite, il y avait pas le projet s'arrêtait là? Ouais, nous on avait envie de faire aussi, d'avoir notre propre projet, d'avoir un peu les mains libres et de proposer un peu notre solution. Donc voilà, mais ça s'est très très bien passé. Ouais. Donc on est en 2019, vous avez la confiance vous avez prouvé en tout cas à des partenaires et fournisseurs potentiels que vous étiez sérieux. C'est là que vous lancez une campagne Ulule. Exactement. Comment a-t-elle marché? Ça s'est plutôt très bien passé. On était vraiment très contents. C'est vrai que nous, à ce moment-là, ça reste Max et Nico avec, maintenant, on va dire des prestataires, des partenaires avec qui on est prêt à développer des produits, à essayer de pousser cette industrie, mais finalement que des grandes idées, et on voulait assez rapidement finalement se confronter au marché et voir s'il y avait quelque chose qui pouvait résonner. Et en fait, Ulule pour nous c'était un peu la solution incroyable parce qu'on partait de zéro communauté, et ça a été pour nous le moyen de présenter notre solution. Donc avec assez peu de moyens, on a fait même très très peu de moyens, on a fait une vidéo et on a expliqué en quoi on croyait, quelle était pour nous la marque de demain. Ça s'appelait déjà bien sûr la marque en moins. On expliquait nos valeurs, on expliquait là où on voulait aller demain, et on a vendu 13 000 produits en 4 semaines. Donc on était super contents. Ça faisait partie des belles campagnes du moment. Je sais que ça s'est pas mal professionnalisé. Alors j'allais te dire 18 000 parce que c'est ce qu'il y a sur 18 000, ok. La fiche Ulule. Mais je vois surtout 1800 commandes avec un objectif de 300. Donc vous avez fait 6 fois l'objectif en pré-vente. Ouais. Raconte-moi comment est-ce qu'on réussit une campagne. J'en ai parlé récemment avec Lovebox, Jean Grégoire qui est le fondateur de Lovebox, qui me disait qu'il avait un peu hacké eux ils ont fait leur campagne de lancement. Donc Lovebox, chers auditeurs, c'est un épisode qui est passionnant que je vous invite à écouter. C'est une petite boîte qui vous permet d'envoyer de l'amour. Vous la placez chez votre copine, chez vos grands-parents, chez votre copain ou chez votre fils qui est parti faire des études à l'étranger, et de votre âme, vous pouvez lui envoyer des petites sortes de petites cartes postales digitales pour dire je t'aime ou tu me manques ou le faire rire. Eux, Jean Grégoire m'a expliqué comment lui il avait réussi un peu à hacker l'algo de Kickstarter. Quels ont été vos tips, quels sont ton retour d'expérience sur le sujet pour Ulule? Est-ce que 300 pardon, je fais des questions à rallonge, il faut que j'arrête, après on va me traiter de quelqu'un que je ne suis pas. Comment 300, ça me paraît bas. Est-ce que c'est volontairement bas pour l'atteindre rapidement et remonter dans le classement? Ouais. Il y a un côté et je crois que pour Lovebox c'était un peu la même logique. C'est assez finalement douloureux si les premiers jours on arrive à 3-4% de l'objectif en fait. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un effet, un cercle vertueux où si ça démarre pas, c'est fini. On va au garage et terminé. Il faut vraiment que ça démarre bien, et c'est assez stratégique. On l'a appris un peu sur le tas. On n'était honnêtement pas très bien préparé. Il y a eu des très belles campagnes par la suite où les gars en fait ont travaillé pendant des mois avant
à construire des grosses bases newsletters et vraiment finalement à préparer à 90% le Ulule et finalement les 30 jours de campagne, c'est de la promenade de santé. Bon, nous, c'était pas trop le cas, honnêtement, on était moyennement préparés. On l'a fait un peu à l'arrache, mais bon, ça s'est quand même bien passé, on a eu de la chance. Je pense que le nom aussi nous a aidé, ça interpelle la marque en moins, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le projet derrière. Mais grosso modo, ouais, il faut s'arracher les premières heures de la campagne. Donc nous, c'était friends and family, quoi. On a été très très chiant avec nos amis, nos parents, les amis de nos parents, etc. Donc on a assez rapidement atteint l'objectif et derrière, en fait, ça s'est enchaîné avec pas mal de retombées presse très très sympas qui nous ont aussi beaucoup aidés, qu'on fait un peu la deuxième vague. Ulule aussi, une super communauté. Je pense qu'il faut bien choisir la plateforme. C'est des gens qui sont quand même des early adopters, qui cherchent comme ça des solutions pour essayer de proposer des alternatives viables pour notre société. Et donc, c'est un projet qui leur parlait. Et donc, quand on a fait la newsletter, ça s'est plutôt bien passé aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on a eu cet objectif de 300. Bon, ça, c'est l'objectif officieux. On espérait faire peut-être le double, quelque chose comme ça. Et bon, ça a été au-delà, mais c'était donc très cool. 600, 800 et vous avez fait 1008. Yes. C'est propre. Il s'est passé combien de temps entre la fin de la campagne et les premières livraisons ? Ouais, alors ça, c'est souvent un sujet un peu sensible. En général, c'est pour ça que je te pose la question. C'est pas évident. Tu viens de vendre du rêve à 1800 personnes sur un projet dans lequel il faut les embarquer. Si ensuite il se passe un an, c'est compliqué, quoi. C'est clair. C'est vrai qu'en fait, il y a un peu un avant-après. Avant, on est tranquille dans notre bureau et voilà. Et après, en fait, on a la confiance de ces centaines de personnes. Donc, ça met une autre pression, c'est clair. Et là, on a clairement embrayé. On a mis la deuxième. Surtout qu'on avait été hyper ambitieux sur la gamme de produits, un peu la folie des grandeurs de la jeunesse. Donc, il fallait développer une gamme de 15 produits. Et on l'a fait. Je pense qu'on avait seulement un mois de retard, ce qui est sur le secteur. Je pense que ça doit être 99% des campagnes qui ont du retard. Donc on était plutôt pas mal et on a livré. Par contre, le timing était assez sport. On va dire, on a livré Noël 2010. Qu'est-ce qu'on dit 19, 2019, c'est ça, ouais, c'est ça. La campagne. Ouais, Noël 2019. Donc c'est bien, on a découvert les joies de la logistique au pire moment en fait, parce que on livrait en point mondial relais à ce moment-là. C'est aussi, là on a appris vraiment les choses dans le dur. Sauf qu'on a compris qu'il y avait des gens qui entre guillemets stockaient dans les points mondial relais et nos colis étaient refusés parfois dans les mondial relais. Donc c'était parce que plus de place, quoi. Parce que plus de place, c'est ça. Donc les packs revenaient, etc. Donc c'était très très sport, mais c'est un moment où de toute façon on fait tout pour nos souscripteurs. Enfin, ouais, vraiment, limite t'aurais te livré toi-même. Exactement. En fait, il y avait nos limites. Si on est en vie, si on existe, c'est grâce à vous. Donc franchement, voilà, on y allait. Un peu de hauteur à ce moment-là. Donc la campagne s'est terminée à l'été 2019. Tu livres quelques mois plus tard. Ton apprentissage, c'est quoi? Ton conseil? Sur les quelques mois ou s'il fallait refaire la campagne? S'il fallait le refaire, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Ouais, je pense que je préparerais un peu mieux en amont, justement, essayer de créer la communauté d'abord. C'est vrai qu'on est parti avec vraiment 0-0, donc il a fallu vraiment aller chercher les premiers acheteurs vraiment à la mano. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les best practices là-dessus, c'est des gens qui travaillent pendant même parfois plusieurs mois, une communauté, une page Insta, une newsletter, qui envoient des contenus, qui commencent vraiment à en préparer bien en amont la campagne. Et en fait, quand on lance, ça se passe très très bien parce qu'il y a déjà une grosse appétence et des gens qui sont prêts et qui attendent que ça, quoi. Donc en fait, travailler la stratégie de pré-lancement. C'est hyper important. Je suis complètement aligné avec toi. Très souvent, on a des entrepreneurs qui viennent nous voir en nous disant j'ai un projet de... Et on va bosser avec eux pour lancer une boîte. Et on parle de stratégie de com et de prise de parole. Ils nous disent oui, on fera ça quand on aura la V1 ou le machin. Je dis mais non, mais c'est un an avant qu'il faut le préparer. C'est déjà trop tard au moment où on se croise. C'est déjà trop tard au moment où tu as l'idée. Tu vois, ouais. Il faut commencer. Il faut alimenter une communauté avec des produits, pardon, pas des produits, des idées, des contenus
faut s'ouvrir les chakras sur des sujets intéressants, connexes, ou cœur de cible, mais sur ton sujet et très très tôt construire ta communauté. Et ça peut être une newsletter, ça peut être des articles dans Medium, ça peut être un podcast, mais il y a rien de plus facile, je trouve, quand tu compares ça à et ben plus tard ton lancement, je sais pas, développer ton site, faire les bons parcours utilisateurs, il y a rien de plus facile que de parler de ta passion dans un podcast par exemple, 1 an avant le lancement, pour créer une communauté. Et le jour où tu lances ton produit, ton service, ta campagne Ulule, t'as un terrain fertile pour lancer la machine. Ça me paraît évident, c'est pas évident pour tout le monde, donc je pense que ce que tu dis est hyper important. Dans le cas d'une campagne Ulule ou de crowdfunding, bien préparer sa campagne en amont pour monter sa communauté, envoyer régulièrement du contenu pour que, tu l'as dit tout à l'heure, c'était intéressant, pour que ta campagne de crowdfunding soit une promenade de santé. C'est pas au moment où tu lances ta campagne qu'il faut où vous lancez votre campagne qu'il faut vous dire comment je vais vendre, quoi. Ouais. Mais nous, on n'a pas des profils hyper marketing en fait. Dixit, le mec était chez dont la société chez Mars et c'est quand même des super écoles, quoi. Ouais, mais on a été très terrain en fait. Moi j'étais plutôt côté log avec Coconut Collaborative. Logistique, très produit, très usine dans les process, dans les flux, mais jamais sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc on s'est un peu fait violence et ça a été d'ailleurs. Il était pas chef de produit sur Freedent. Ouais, sur Freedent, mais après Freedent. Donc il touchait au marketing. Ouais, mais Freedent, c'est le marketing, c'est des budgets télé. c'est pas lancer un projet. Donc c'était vraiment très très nouveau et on avait du mal à le faire. Et ça a été d'ailleurs notre premier recrutement. C'était un peu une catastrophe sur Insta à ce moment-là. Moi, je devais publier des photos de Necfeu, vraiment n'importe quoi. Et c'était Leila qui a été notre première recrue et qui nous a beaucoup aidé, qui est quelqu'un. En fait, on a voulu investir là-dessus assez tôt parce qu'on sentait qu'on avait une communauté qui était hyper curieuse, qui avait besoin, d'informations, plein de questions. Donc on voulait jouer ce jeu de la transparence à fond, leur offrir du contenu vraiment de qualité. Et Leila a fait un super boulot. Aujourd'hui, on est très content, on a 55 000 followers. On continue à fondre ce côté content. Vraiment, on essaye d'apporter de la valeur aux clients pour qu'ils découvrent le projet, les valeurs de la marque au moins, et que peut-être un jour, ils passent le pas. Ok. Tu commences à livrer fin décembre en 2019. 2020, c'est ta première vraie année qui commence. Une année opérationnelle. J'ai 2 questions. À ce stade du développement de ta boîte, tu opères une transition. Tu as fait une campagne Ulule, tu as vendu, 40 000, 50 000 ou 100 000 en gross merchandise value. Tu as 1800 personnes qui ont commandé 18 000 produits, c'est super. Comment est-ce que tu passes de... Ça, c'est très projet à du run opérationnel début 2020? C'est la première question à laquelle j'aimerais que tu répondes. La deuxième question, c'est, et elles vont peut-être de pair, à quel moment tu fais la R&D du packaging pour qu'il puisse être livré en boîte aux lettres? Pourquoi tu n'as pas livré en boîte aux lettres pour ta campagne Ulule, par exemple? À toi. Ouais. Des bêtises, hein. C'était parce qu'on s'est trompé de format. On n'a pas fait un format plat. On travaillait pas encore des formules hyper concentrées, donc ça passait pas en boîte aux lettres. Donc très bien, on a appris et en quelques mois on a retravaillé le format pour que ce soit des formats de moins 3 cm qui passent dans les boîtes aux lettres. Et avec un expert, vous l'avez fait vous-même? Comment vous avez géré ça? Non, on l'a fait nous-mêmes. C'est intéressant. Je fais une parenthèse, j'avais reçu un concurrent un autre acteur qui s'appelle Spring, qui avait eu des soucis de packaging aussi, où ils ont fait appel à un prof, je crois, de mémoire en école qui les avait aidés. C'est 3 cm la barre, c'est ça? C'est ça. Pour passer dans une boîte aux lettres. Ouais, tout à fait. Et ça, vous l'avez fait quand? Ces études. Donc juin, c'est la fin de la campagne. Ensuite, avec Max, on passe tout l'été à appeler la grosse majorité des contributeurs pour comprendre vraiment ce qui intéressait moins, etc. Et on livre. C'est hyper important, ça. Ouais. Vous avez pris votre téléphone et vous avez appelé. Ouais. Ulule te fournit les coordonnées. Ah ouais, pour livrer, on a toutes les coordonnées. Donc dans le téléphone. Ouais, exactement. Donc vous appelez une grosse majorité, donc ça fait 600, 700, 800 personnes. Ouais. Pour comprendre pourquoi ils ont acheté. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est une vidéo, finalement,
on n'est pas non plus très très loin dans le projet et on présente vraiment nos idées et on voulait vraiment comprendre parmi un peu toutes ces idées l'idée de consommer moins. On réinvente aussi un modèle de distribution, c'est de la distribution en direct, essayer de limiter le nombre d'intermédiaires. Il y a le côté sans plastique, il y a le côté produit beaucoup plus sain. Donc il y avait énormément de propositions de valeur. Donc on avait du mal nous à agencer un petit peu voilà ce que tu disais, la plateforme de marque, comment on essaye de faire passer notre message le plus efficacement possible. Et c'est notamment à ce moment-là en fait que on avait des produits cosmétiques à la base, des shampoings à côté aussi de nos produits ménagers, et on voyait bien que les gens voilà, il y avait trop de produits, et c'est à ce moment-là aussi qu'on a décidé de se recentrer vraiment sur ce sur quoi on était vraiment hyper clivant, et où on était le plus avancé de par notre expérience avec O2, c'était vraiment sur les produits ménagers. Donc on s'est dit exit un peu tous ces produits d'hygiène, tant pis, c'était des bons produits pourtant, mais on les met de côté, et on va à fond sur les produits ménagers. Ouais. Ok, et c'est là que vous travaillez le packaging aussi. Et c'est en fait donc Noël, ça se passe assez mal sur la livraison. Les gens nous disent, les gars, franchement très bien, les valeurs et tout, moi c'est vraiment le sens que je veux donner à ma consommation. Par contre, aller jusqu'à passer mon dimanche matin dans le point mondial relais du coin et attendre et passer 20 minutes pour ma lessive, non, là vous m'en demandez trop. Ouais, clairement. Donc on dit ok, on rectifie le tir et on va livrer en boîte aux lettres. Ouais, mais boîte aux lettres c'est trop cher parce que le format il est pas adapté. Bon on fait un format plat et voilà, tout le monde est content. Ouais. Ok. Ça, c'est la deuxième partie de la question. Et la première, c'est vraiment la transition d'un projet spot unique, cette vente événementielle presque, ouais, à du run avec tes partenaires, tes fournisseurs. Ouais, on a intégré un accélérateur qui nous a beaucoup aidé, honnêtement. C'est 50 Partners. On est rentré sur la branche Impact. C'est un accélérateur qui était plutôt orienté solution tech historiquement, et il y a une branche Impact qui a été lancée il y a quelques mois, années maintenant. Je crois qu'on doit être une petite dizaine d'entreprises aujourd'hui, et ce qui est hyper intéressant en fait, c'est qu'il y a donc 50 Partners, 50 personnes qui sont des mentors, qui sont des gens qui ont souvent revendu leur boîte, hein, qui ont un peu de temps et qui partagent leur temps et qui nous aident à prendre les bons choix et à structurer l'équipe, à financer un petit peu le démarrage, sur la logistique. Enfin, voilà. En fait, il y a des gens experts un peu sur tous les secteurs. On a passé beaucoup de temps à discuter avec ces gens-là au départ pour essayer d'avoir les bons piliers finalement pour avoir un projet hyper ambitieux, quoi. Ok. Raconte-moi le début 2020 du coup. Lancement. On avait un petit site qui était pas non plus idéal. On proposait pas le service de livraison régulière. Donc c'est vraiment 2020. On passe un peu de temps avec ses partners. On discute avec pas mal de monde, avec beaucoup aussi avec donc la communauté. Et ouais, on comprend que finalement, pour aller vers plus de praticité, l'idée de se faire livrer de manière un peu automatique sa lessive, ça fait aussi sens, directement dans sa boîte aux lettres. Nous, on garde notre promesse de réduire le nombre d'intermédiaires, de travailler vraiment de manière hyper locale, fabriquer, c'est quasiment depuis le fabricant jusqu'à la boîte aux lettres, et on essaye d'apporter aussi ce service en plus de livraison régulière. Les gens, en fait, souvent, c'est un peu bon, j'arrive au bout de ma lessive, mince, faut que je redescende. Enfin, c'est pas des produits plaisir à acheter. Donc on dit c'est à ce moment-là qu'on recrée le site, on redéveloppe cette offre de livraison régulière qui fonctionne très bien et qui apporte aussi quelque chose en plus, quoi. Je peux acheter un seul produit ou c'est sur abonnement uniquement? Non, on force pas à l'abonnement. On force pas à l'abonnement parce que on sent qu'il y a encore, peut-être surtout en France, mais
des freins, des barrières, je sais pas. Est-ce que c'est les abonnements téléphoniques, le fait d'être hyper engagé, des choses comme ça. D'ailleurs, nous, on parle pas d'abonnement, on parle de services de livraison régulière. Pourquoi ? Parce que justement, on trouve que pour certains, ça peut faire peur. Et finalement, en fait, nous, on offre une flexibilité absolue. Ça veut dire qu'en fait, il y a zéro engagement. Si tu veux commander et demain sortir du mode automatique, tu sors, il y a zéro problème. On prévient aussi 5 jours avant chaque livraison qu'il y a un nouvel envoi qui va être déclenché d'ici quelques jours. Donc l'idée, c'est vraiment de regagner la confiance des consommateurs là-dessus et qu'ils sentent en total contrôle du service de livraison automatique. Et voilà, c'est comme ça qu'on essaye d'avancer. Ouais. Mais on a beaucoup de personnes encore qui sont prêtes à payer un petit peu plus au début pour ne pas être en mode automatique. Et par contre, ensuite, une fois qu'ils sont satisfaits des produits, etc., qui repassent en automatique. Ouais. Tu as, alors je suis sur une lessive là, mais tu as 3 € de différence par pack. Ouais. Entre, on est à 17,90 le pack de combien d'ailleurs ? J'ai perdu, c'était sur la page précédente. C'est 42 doses de lessive, ça correspond à peu près 3 mois de lessive. Bon, donc 17,90 versus 20,90, donc 18 versus 21. 18 sur... Enfin, sans engagement, mais sur cette formule, comment tu l'as dit, c'est pas un abonnement, c'est un gros mot, abonnement, c'est service de livraison régulière versus 21 en spot. Donc ton enjeu, c'est quoi ? Quelle tendance tu vois ? Vous avez aujourd'hui une 50aine de milliers d'utilisateurs réguliers ? Réguliers, ouais, ça, on les sort. Ils sont rentrés comment ? Est-ce qu'ils sont rentrés sur de l'abonnement ou du... Je le dis, hein, c'est plus simple. Ils sont rentrés sur l'abonnement ou de l'achat unique et vous les avez transformés ensuite ? Les deux, vraiment. Mais quelle part ? T'as un ordre de grandeur ? Ouais, en fait, c'est 60% qui vont choisir l'abonnement. Donc t'arrives quand même à séduire 6 utilisateurs sur 10 sur une formule d'abonnement, de livraison régulière. Ouais. Quel frein... Qu'est-ce qui les freine ? Qu'est-ce qui freine les 40% restants ou comment est-ce que tu as réussi à séduire ces premiers 60% ? La peur d'être engagé, je pense, vraiment. C'est ce mode un peu de livraison. Je pense que c'est des gens qui ont peut-être eu des mauvaises expériences, qui se sont rendus compte que finalement ils étaient engagés dans un programme. Et en fait, le sans engagement est pas. Alors, pardon, vous faites le parcours. Le tunnel d'achat est assez simple. Hein, j'ai choisi lessive. Attends, pardon, j'y retourne. J'ai choisi lessive, ajouté au panier. Là, on me demande en moyenne combien de fois par semaine faites-vous une lessive ? 5. Moi, je suis une famille, donc c'est plutôt 7. Allez, 7. J'arrive à l'étape suivante. On me dit qu'on va me livrer toutes les... Ah, c'est intéressant. La variable, c'est le nombre de semaines entre 2 livraisons et pas la taille de la boîte. Exactement. Donc, ouais. La boîte est la même, 42 doses, tu l'as dit. Voilà. Avant, j'avais fait une projection à 5 lessives par semaine et du coup, j'avais une prochaine livraison toutes les 8 semaines. Là, je suis à 7 lessives par semaine, donc c'est 6 semaines. Pardon pour le chinois, vous le verrez par vous-même. J'espère que je suis clair. Mon point est le suivant. J'arrive sur cette page où j'ai le choix entre la livraison régulière ou l'achat unique. Le sans engagement n'est pas en évidence. Le fond de ma question ou de ma pensée, je réfléchis à haute voix, c'est quand même plus pratique de séduire des gens sur une livraison sur abonnement ou sur livraison régulière. Ouais. Pour vous, pour le business, ça donne un runway, ça donne une certaine visibilité sur ton BFR, sur ta logistique. Je vois, ce qui est en évidence sur cette page, c'est qu'elle est plus populaire, cette offre. Il y a effectivement un tampon populaire. Quels autres éléments de réassurance tu utilises pour les pousser vers cette direction ? Il y a l'économie. Voilà, c'est le côté, mais c'est vrai, elle est plus populaire. Le côté et c'est le côté économie et ce service en plus qu'on va proposer où en fait j'ai plus besoin d'y penser finalement et c'est parti. La lessive, il y a des offres dans ce sens-là sur les couches par exemple, voilà, et c'est vraiment ce côté service un peu en plus et je reçois c'est un peu la belle surprise au bon moment. Alors, nous c'est vraiment un énorme enjeu, c'est pour ça qu'on est très très précis sur les fréquences qu'on demande et en fait c'est quasiment au jour près qu'on va expédier les doses, la lessive. Nous on veut vraiment pas surlivrer et que les gens commencent à accumuler vraiment du stock parce que pour nous c'est un peu rédhibitoire, c'est le moment peut-être où ils vont se dire ok j'ai perdu le contrôle de mon service de livraison régulière donc je sors. Donc c'est pour ça qu'on est un peu dans l'hyper personnalisation de ce côté-là et il faut vraiment que ça arrive quand les personnes ont 3-4 doses
à utiliser. Il y a le nouveau pack qui arrive pile au bon moment et là l'expérience est parfaite. Ok, hyper intéressant. Il n'y a pas de projection de dépenses annuelles. Je suis en train de me faire la réflexion. Je vois que je serai livré toutes les 6 semaines ou toutes les 8 semaines. Ça va me coûter tant, que j'aurai tant de lessive. Je l'ai fait ensuite pour la vaisselle. Mais j'ai pas de projection de dépenses annuelles. Pourquoi ? C'est un choix, vous l'avez testé, vous l'avez pas encore testé? Non, vous êtes jeune encore. Ouais, non, c'est une bonne idée. Non, on n'a pas fait ça. Je sais qu'il y a des acteurs qui se comparent. Il y a en bas de page produit, on va se benchmarker avec les solutions un peu du secteur. Donc l'idée principale, la lessive, en fait, c'est pour une qualité vraiment top, des produits écologiques, sans plastique, fabriqués en France. Grosso modo, on est au même prix que les grandes marques, si ce n'est un peu moins cher. Après, donc en fait, le sujet du prix, c'est un très bon point. Et on l'a beaucoup testé un peu au départ. Super, restons dessus. Alors, je rebondis juste sur ce que tu dis pour avant. Donc en bas de page produit, c'est intéressant. Elle est très complète cette page produit. Et d'ailleurs, il y a 1, 2, 3, 4 produits. 5 avec la lessive, pardon. Ouais, on a une gamme très serrée. Vaisselle, nettoyage. Je te poserai la question d'ailleurs de gamme ensuite. Ensuite, nettoyant, j'ai dose sol et kit nettoyant. Les doses sol, c'est nouveau. Et des recharges. Donc en fait, il n'y a même pas de. Ah si, c'est des produits complémentaires. Donc il y a trois produits principaux, quoi. Effectivement, votre page produit est très claire. Des call to action. Alors moi, on recommande quand même souvent des couleurs de call to action différents de la charte principale. Vous êtes sur une charte très sobre, qui est noir et blanc. Les boutons sont noirs. On va les travailler un tout petit peu, les boutons. Mais moi, c'est vrai que c'est un peu la limite du minimaliste, essayer de faire des choses très clean. C'est qu'on n'a pas envie de venir un booking et d'avoir des trucs qui pop de tous les côtés. Même les emails, par exemple, on envoie un email par une newsletter qui est la lettre, qui est un peu le compte rendu, parce qu'on considère que nos clients sont plus que des clients, sont quasi des presque actionnaires, donc on doit leur rendre des comptes. Ils sont embarqués dans une aventure, donc une fois par mois on leur dit bon voilà, on a intégré telle personne dans l'équipe, voilà les projets, etc. Donc mais on n'envoie pas des dizaines et des dizaines d'emails, donc on essaye de rester très très soft. Et l'email c'est mauvais pour la planète, c'est mauvais aussi, tout à fait, ouais. En serveur. Exactement, donc c'est un équilibre à trouver entre développer quand même le projet, le faire connaître, mais rester conscient, on va dire, et dans sa manière de communiquer. Donc bon, c'est clair, il y a des choix assez forts qui ont été faits sur le site aussi. Ouais. En fait, la seule couleur qui sort du lot, c'est le vert de Trustpilot, mais on en parle dans une seconde. Donc sur cette fiche produit, il y a effectivement une strat qui s'appelle prix juste, avec le coût de la fabrication, de la logistique, du transport, équipe et bureau. C'est intéressant parce que c'est donc vous. Marge comprise, et la TVA, et en dessous un comparatif avec les marques low cost jusqu'à les marques EcoCert. Certification, pardon. Ouais, c'est ça. On a des produits labellisés. EcoCert, en fait, on peut pas parler de bio dans nos produits. Ça n'existe pas. Le label le plus exigeant en la matière, c'est le label EcoCert. Pour prendre une comparaison, un éco-label, ça va pas beaucoup plus loin que la réglementation européenne. Donc nous, on se sert de ces labels un peu comme guidelines. C'est vraiment une très bonne base, mais après on va bien au-delà même des contraintes d'EcoCert. Ouais. Compris. Mais donc transparence totale et donc comparaison aussi avec la concurrence sur les prix, c'est hyper intéressant. Et je reste sur cette fiche produit. Comme dit, le seul élément de couleur, c'est la note Trustpilot que vous mettez sur toutes les pages, sur la page d'accueil, sur les fiches produits. On le retrouve. C'est important ? Ouais, c'est plus qu'important. Nous, je l'ai dit, on est très très produit. Pour nous, c'est la base, c'est le marketing au-dessus, faire connaître le projet, c'est très bien. Mais on a passé tellement de temps sur les produits, même les premiers mois. Pour nous, c'était vraiment tester les produits. Est-ce que la première raison d'achat d'un produit ménager, ça reste l'efficacité. En fait, on peut pas parler de produits plus écologiques et tout si ça fonctionne pas. C'est pas une alternative viable pour nous. Donc, on est très très produit. C'est quelque chose qu'on garde mais constamment. Il y a on est pingé à chaque fois qu'il y a un nouvel avis, etc. Donc, ça fait vraiment un peu le beau temps et la pluie au bureau, mais nous c'est essentiel et on a utilisé Trustpilot parce que c'est pour nous le seul module d'avis qui est
hyper transparent. En fait, c'est le seul pour nous sur lequel on peut vraiment pas tricher. Je trouve qu'on en a regardé d'autres. C'est assez facile d'importer des listes un peu d'avis. Trustpilot, c'est des gars, ils sont vraiment hyper droits. Ils sont en train vraiment, en plus de durcir leur code de conduite là-dessus. Et donc vraiment, on n'a jamais effacé un seul avis sur la page. Mais tu peux pas. Impossible, on n'a jamais. Non. Intéressant. Et du coup, sauf si on insulte, voilà, mais on n'a jamais eu de choses aussi graves. Mais même parfois, bon, c'est un peu des choses un peu limites. Mais on n'a jamais enlevé un seul avis. Je vois l'avis de Madame Marie-Claude Nass, elle a mis son nom, je peux le dire, qui dit vaisselle propre. Tu vois, simple, bref, précis, concis, comme la charte de la marque. Elle a tout compris. Comment tu testes, comment avez-vous testé cette élasticité du prix sur vos utilisateurs? Alors, le sujet du prix, au départ, c'était un énorme axe, en fait, pour être 100% transparent. On voulait vraiment essayer de se battre sur les prix pour baisser les prix. Et on en faisait un élément de communication quasi principal. Et en fait, aujourd'hui, il est plutôt en bas de page. Parce qu'en fait, faire du prix, ça apporte aussi pas mal de confusion. Au départ, on se disait, bon, on va faire du bio, mais hyper bas. Et en fait, du bio hyper bas, la grande distrie est capable de le faire. Mais à quel coût? En fait, ça va être du bio, mais ça va être fabriqué de l'autre côté de la planète, Sud-Espagne, etc. Mes bananes sont bio, super. Mais en fait, les gens, c'est au-delà du bio, au-delà du prix, c'est, ok, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est là où on essaye d'expliquer vraiment toute la valeur qu'il y a dans le produit. Et finalement, bon, voilà, c'est peut-être dur à dire, mais on n'a pas testé tant que ça le prix. Pour nous, c'est le prix juste, ce fameux prix juste. Et en fait, c'est ce qui nous permet, nous, à peu près, de faire tourner, d'avoir un projet viable. C'est ceux qui rémunèrent au prix juste nos fabricants, nos prestataires. On travaille avec des ESAT, des établissements d'accompagnement des personnes en situation de handicap par le travail. C'est eux qui conditionnent à la main toutes les doses, toutes les tablettes lave-vaisselle dans les packs. Aujourd'hui, c'est pas du tout industrialisé. Et voilà, on essaye de faire en sorte que ce soit un projet qui profite à tout le monde. C'est intéressant, tu as 40% du prix qui revient à la fabrication, à peu près 20, 21, 22 sur l'équipe, le bureau. Transport, le deuxième poste. Hein. Ouais. Et logistique et stock, le dernier. Ok, donc pas vraiment de test du prix. Pour vous, c'était le prix juste. Comment tu l'as établi, en fait, si t'as pas fait de test? Tu vois, ok, c'est le prix juste, mais... Ouais. On met tous nos coûts d'un côté, on met nous ce qu'il nous faut un peu pour faire tourner une équipe et rendre le projet viable. Et voilà, c'est notre prix. Aujourd'hui, après, si demain, vraiment, on pourrait pour expliquer un peu notre façon de penser, mais si demain, justement, on arrive à un petit peu industrialiser, parce que là, on tourne avec 2 ESAT qui sont un peu au taquet, on est en train parce que les volumes commencent à bien augmenter, parce que voilà, les fabricants ont aussi envie de nous accompagner plus loin, on commence à réfléchir pour industrialiser la solution, avoir une petite machine qui monte les cartons et qui fasse gagner du temps, qui compte un petit peu aussi les doses. Voilà, si jamais on arrive à récupérer quelques petits points de marge là-dessus, on essaiera de baisser nos prix là-dessus, c'est clair. Pardon, je fais juste une petite parenthèse parce que ça me touche personnellement de près. Mais travailler avec des ESAT, c'est des personnes qui... alors déjà, c'est hyper avantageux parce que souvent, c'est un coût moindre que ce qu'on peut trouver dans une autre type de structure. Mais ça permet à des gens qui en ont besoin de s'intégrer, de rencontrer du monde. Ouais. Et c'est vraiment une belle œuvre. C'est extraordinaire. Quand on va là-bas, vraiment, tout le monde a la patate. Vraiment, tout le monde a le sourire. C'est fou l'ambiance qu'il y a. C'est des gens qui sont vraiment hyper fiers de ce qu'ils font et ils nous viennent, ils nous prennent un peu par la manche et ils disent rien, je suis en train de monter et ils sont bons vraiment et ils sont très bons. Tu fais quelque chose de bien qui au final tout le monde est gagnant. Donc, carrément. Je peux que vous encourager. J'ai abordé le sujet aussi avec Le Beauté qui fait des sachets de thé personnalisés. C'était un bel épisode, j'ai eu pas mal de très très bons retours. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Mais qui lui, c'est une autre forme d'intégration et c'est pas sa mission première, mais ils sont dans un quartier
on dirait défavorisés, je pense, en quartier en devenir. Ils font bosser des gens qui auraient peut-être du mal à trouver du boulot ailleurs, ou alors peut-être ne bosseraient même pas d'ailleurs. Donc c'est vraiment cool. Ce sont des belles missions, et je vous invite, chers auditeurs, quand vous vous lancez, ou si vous êtes déjà lancé, à considérer ce genre d'options. Je referme la parenthèse pour aller sur un sujet que je garde depuis tout à l'heure. Vous ne fabriquez pas vos produits. Vous trouvez des fournisseurs, des labos. Des labos, il y en a des petits, des grands, il y en a partout dans le monde. Comment travailler ta différenciation et séduire 50 000 personnes, et j'espère dans un an 100 000 de plus, 200 000 de plus, quand potentiellement tu peux avoir ton concurrent qui est dans le même labo et qui passe avant, après toi, qui est plus gros, qui est plus petit. Ouais, c'est une très très bonne question. On nous demande parfois, est-ce que vous possédez les formules, par exemple. En fait, nous, comment on se voit aujourd'hui, c'est vraiment entre ponts. L'idée, ça a été vraiment de partir de ce qui se fait de mieux sur le secteur. Donc, c'est vraiment les premiers mois, premières années très, très terrain qui nous ont permis de dire, OK, ça vraiment, c'est des gars qui ont de la R&D, mais hyper aboutis. Et en fait, une formulation, c'est des années de R&D. Un peu les histoires, voilà, moi, en 4 semaines, j'ai fait ma formule dans ma cuisine et j'ai lancé. Sur notre secteur et sur la cosméto, sur plein de gros secteurs, c'est pas vraiment la réalité. Il y a vraiment des gens qui travaillent. Il faut quand même reconnaître ce travail-là des chercheurs. Donc, alors oui, on va ajouter un petit peu de parfum, des choses comme ça, et là, ça va devenir notre formule. Mais voilà, nous, on n'a jamais dit c'est nos produits. La valeur pour nous, elle est pas là. La valeur, c'est la confiance, c'est la transparence, et c'est faire communiquer finalement ces gens entre les labos, des gens qui vont travailler sur des formules mais qui vont faire quelques petits tests à petite échelle, et ensuite une communauté. Nous, c'est vraiment la valeur, c'est la communauté, la confiance qu'elle peut nous accorder, et en fait, on a pris ce qui se faisait de mieux, ça a été notre base, et ensuite maintenant, par contre, on a plus de temps et on commence à avoir un petit peu plus de moyens, et parce que les volumes augmentent et tout, les labos commencent à nous donner de plus en plus d'importance, de temps de recherche, et là on est en train de travailler vraiment sur des gros projets de fond, et là on fait ping-pong, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles, des nouveautés qui sortent, nous on envoie des centaines de communautés, on a notre communauté, même la marque ensemble, qui sont les power users de la marque en moins, et qui acceptent de jouer le jeu souvent. Donc on envoie les produits, les nouvelles doses de lessive, les nouvelles doses de tablettes lave-vaisselle, et qui nous font des tests et qui répondent à un questionnaire. Et nous, l'idée, c'est si on n'a pas voilà, on a nos contraintes, si on n'a pas 4,5 sur 5 d'efficacité, on sort pas. Voilà, s'il y a des no-go, échec produit, dissolution, etc., on sort pas, et on fait ça jusqu'à temps que ça nous donne satisfaction et qu'on se dit ok, parfait, là les gars, vous êtes vraiment au niveau, et on avance. J'ai une pensée fugace qui me traverse l'esprit. Dans quelle mesure vous n'êtes pas une société de service? Ton service, c'est de faire de la livraison au bon moment, de bons produits, tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'organiser, d'être le liant entre un producteur. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu as dit, je le réalise à l'instant. Tu m'avais dit faire le pont entre les labos et les consommateurs. Donc dans quelle mesure, toi, ton métier, c'est le service? C'est un très très bon point. Hein. Ouais. Non, je pense qu'on est produit parce que le produit a quand même des contraintes que le service et les SaaS n'ont pas. Hein. Ça veut dire qu'il faut quand même acheter les stocks. C'est un peu des emmerdes pour rester poli, mais quand même au quotidien. Il dit ça avec un grand sourire. Hein, ouais. Mais donc voilà, produit quand même parce que voilà, c'est quand même physique. Il peut y avoir des problèmes, etc. Mais effectivement, autour, on se voit vraiment comme un pont, presque demain une marketplace, et entre vraiment ces fabricants français que on veut vraiment mettre en avant, présenter, et c'est d'où ce nom un peu la marque en moins. Nous, on n'est pas là, même avec Maxime, à se mettre trop en avant, à se tarifier non plus les fondateurs. L'idée, c'est on veut plus mettre notre communauté en avant, vraiment, parce que c'est des gens qui font bouger les choses, qui décident d'aller vers des nouvelles solutions, font quand même se dire, ok, ma lessive, je vais pas la prendre en magasin, je vais pas rester avec mes habitudes, je vais un peu me bouger, tester des choses. Donc il y a un vrai risque quand même à tester la marque en moins, et ça on le reconnaît. Et en face, des gens qui veulent pousser les choses, qui font de la R&D, qui veulent vraiment avancer, et nous c'est vraiment on est un peu intermédiaire entre ces gens-là, et on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice, quoi. Ok.
Mais je pense que il n'y a pas de mais d'ailleurs. Et la question est intéressante, je l'avais jamais formulée comme ça, mais chers auditeurs, comment se penser société de service quand on vend du produit pour un peu séparer l'approche servicielle justement d'une approche très pragmatique de j'achète, je stocke, je fais de la log, de la logistique et je distribue. Distribution, dernier point que je voudrais aborder avant de parler de Shopify. Vous n'êtes qu'en D2C, direct to consumer, vous ne vendez que aux consommateurs, mais directement via votre site actuellement, et en plus qu'en B2B, en B2C, pardon, donc à un consommateur particulier. Pourquoi ce choix de distribution D2C seulement? Et ensuite, je te demanderai pourquoi pas de B2B, ou pas encore, j'en sais rien. Pourquoi ne vendre que via votre site? Tu pourrais vendre via... surtout que le produit n'est pas personnalisé, tu pourrais le mettre sur Amazon, tu pourrais le mettre dans chez Monoprix. Ouais. Non, très bonne ce serait question, marrant d'aller. Et c'est hyper tentant, hein, parce que c'est aussi une manière peut-être de grandir. Voilà, franchement, quand on regarde toutes les pistes de grandir, essayer de proposer ces produits à un distributeur, voilà, ça peut être des gros boosters. Bon, on se l'interdit pas à terme. Aujourd'hui, vraiment, ce qui est important pour nous, c'est ce lien avec la communauté. Et en fait, passer par un distributeur, on aurait l'impression de perdre ce lien. Donc, on veut vraiment se concentrer aujourd'hui sur cette vente en direct, parce que c'est là où est, selon nous, la valeur. Vendre les produits, avoir les retours, s'améliorer, comprendre les nouveaux besoins. Et voilà, on veut garder, pour nous, c'est vraiment là où est la valeur, ouais. Vous n'êtes pas autofinancé, hein? Non, on a quelques business angels qui nous accompagnent. Qui ont mis 2 tours, je crois que c'est ce que tu me disais dans les grandes lignes. Mais du coup, il y a quand même une attente de cette progression de CA. Et je reboucle avec ce qu'on disait au début de cet épisode. Vous avez le prix juste. Du coup, il faut du volume. Ouais. Alors, nos business angels, effectivement, il faut que ce soit viable. On n'est pas là pour dépenser leur argent par les fenêtres et aller les voir dans 12 mois, 24 mois en disant les gars, désolé, terminé. Après, on est resté. D'ailleurs, on aime beaucoup ce côté business angel parce qu'au-delà de l'argent, c'est des conseils. C'est vraiment un asset fort. Nous, de notre développement, des gens qui ont de l'expérience qu'on n'a pas forcément avec Maxime, qui vont nous expliquer comment monter une équipe, plateforme de marque, comment installer les piliers d'un bon développement. Mais après, c'est des gens, honnêtement, qui ont aussi envie de contribuer. On est rentré justement sur la partie impact. C'est des gens qui ont vendu leur entreprise et ils sont pas là non plus pour faire des multiples délirants que certains peut-être pourraient attendre. Donc c'est des gens qui